Docteur Baragan, je me renseigne un petit peu pour voir où on en est par rapport au direct, parce que... Alors je crois qu'on va d'emblée peut-être commencer par... Moi je proposerais, Nicolas, de suivre simplement le programme. Je crois qu'ils sont très bien. Donc le patient et l'opérateur vont attendre un petit peu, mais on a pas mal de retard. On va essayer de rester calé sur l'heure auquel on a droit, si je puis dire, et de peut-être commencer par la présentation de Henri Collet. D'accord. Voilà, on y va. Donc vous avez vu sur le programme que la session est divisée en deux parties. La première va consister à se poser la question quel stent dans l'infarctus vous connaissez, et puis nous nous tirons en lieu pour un live qui sera dédié à l'étude de la microcirculation et la thermodilution continue. Bonjour à tous. Merci au CFCI et à Exacat de leur invitation. Donc, je viens de vous parler d'un sujet qui est quand même important et qui est évolutif. Il y a toujours des nouveautés, et donc on va essayer de voir un petit peu tout ça et faire l'histoire des stèles. On va voir les diapos, s'il vous plaît, parce qu'on est encore à la session d'avant. Peut-être peut-être. Voilà, c'est encore après. Ça doit être celle-là. Non, c'est pas celle-là. C'est bon, tout est clair. Merci. Voilà, tout d'abord, un message important, c'est est-ce que c'est une question qui doit être posée? Alors la question, elle est oui quand même, puisque la plupart des dispositifs qu'on est susceptible d'utiliser pour traiter nos patients qui ont des lésions coronaires, en fait, ils ont été étudiés dans la maladie coronaire stable, c'est-à-dire en dehors de lésions thrombotiques, avec comme principal objectif bien de prévenir la rostémie. Et donc la question de savoir si il faut avoir des études spécifiques dans l'infarctus, et bien la réponse elle est oui. Vous voyez que la plupart des fabricants de stents disent bien dans leur notice que lorsque la lésion est thrombotique, eh bien on n'a pas de données vraiment spécifiques, mais il y a quand même des études dédiées pour l'infarctus qui est une situation particulière. Tout d'abord parce qu'il y a souvent des questions de taille de stent, de longueur de lésion. On n'est pas susceptible de bien déterminer à la phase aiguë où il y a l'orage thrombotique, où il y a la vasoconstriction, et donc c'est quand même une situation particulière. Alors, il y a des données quand même spécifiques, c'est des études un peu anciennes, mais qui quand même sont intéressantes, puisqu'elles ont ouvert la voie. Vous voyez ici, les plateformes sont identiques, c'est simplement le revêtement qui diffère, et on voit que dans l'infarctus du myocarde, avec ce décalage qu'on fait l'angioplastie primaire, eh bien, le stent actif fait mieux. Donc, ici, c'était le stent biosensor avec le Biolimus versus la même plateforme métallique sans élution. Et vous voyez qu'on réduit les éléments cardiovasculaires et puis on réduit la rosténose. Et donc ça marche aussi à la phase aiguë d'infarctus de myocarde. Alors il y a d'autres études qui ont été moins spectaculaires comme l'étude avec le XERMS V de la botte, où on voit que sur les éléments cliniques, on n'est pas supérieur, on est non inférieur, mais lorsqu'on s'intéresse aux événements comme la rosténose ou la thrombose de stent, on a quand même un bénéfice. Donc ça aboutit à des recommandations qui sont maintenant claires, que vous connaissez tous, mais ça a quand même fait beaucoup couler d'encre. Vous voyez, c'est des recommandations qui ne sont pas si anciennes que ça, c'est 2018 et 2022, où le stent actif peut être utilisé pour revasculariser les patients, quel que soit le contexte clinique, la nature des lésions et également le traitement antithrombotique associé, qu'il s'agisse de la bithérapie ou de l'anticoagulation. Donc c'est quand même des messages qui sont vraiment importants, et c'est ce qui a permis maintenant de voir quasiment la disparition des stents tenus sur les étagères de nos cathédrales. Alors le deuxième volet, c'est est-ce qu'il y a des stents dédiés à l'infarctus, c'est-à-dire qui ont été étudiés uniquement dans le syndrome coronarien aigu. Et vous avez l'exemple du
stent Exacat, avec une plateforme en titane et bien une dilution de drogue qui n'est pas une drogue antiproliférative, comme on voit avec les Limus, mais qui est de l'oxyde nitrique et qui a été comparé versus tout un tas de générations de stents différentes et uniquement dans le contexte de la maladie coronaire instable, c'est-à-dire le non-STEMI ou le STEMI. Les données chez l'animal, qui datent d'il y a une vingtaine d'années, montraient qu'il y avait quand même moins de prolifération que le stent Venus, c'est à gauche, moins de weight loss chez l'homme et moins d'événements cliniques sur des études de petits effectifs. Et ce qui explique tout ça, c'est les propriétés particulières de ce stent qui est ni actif ni nu, mais qui est bioactif, c'est-à-dire qui est entre les deux, avec des effets biologiques très particuliers sur l'inflammation, sur l'hémostase, sur l'accélération de la réendothélialisation et la prévention de la prolifération des cellules musculaires lisses. Et ces données sont étayées par de l'imagerie endocoronaire, avec, vous voyez ici, de l'OCT qui a été effectué à différents temps de ces études, et vous voyez les comparaisons entre le stent bioactif et le stent actif classique type 1. Alors, les grandes études cliniques existent également, puisque c'est quand même le sésame pour faire changer les recommandations. Et vous voyez ici l'étude TIDE qui a commencé dans les années 2017-2016, où on compare le stent Optimax de Exacat, donc c'est une base en cobalt chrome, avec dessus de l'oxyde nitrique versus le stent Synergie. Sur les éléments cliniques du critère primaire de jugement, vous voyez ici, le stent n'est pas supérieur, mais il est non inférieur. Et sur la mortalité cardiovasculaire, l'infarctus du myocarde et les hémorragies majeures, on voit qu'il y a une très nette différence qui est en faveur du stent nitrique, le stent bioactif de chez Exacat. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on regarde toutes ces études cliniques qui ont été faites sur pratiquement une dizaine d'années, on voit des effets qui sont très consistants sur l'infarctus du myocarde, sur la thrombose de stent, avec un effet sur la rosténose qui est à peu près voisin. Donc il y a un effet spécifique de ce stent bioactif dans la situation de l'infarctus du myocarde qui va être traité par angioplastie. Donc il a une vraie place à part, il n'y a aucun stent qui a été dédié uniquement à l'infarctus, c'est le seul, et c'est pour ça qu'il devrait avoir sa place dans les recommandations sur la maladie coronaire instable lorsqu'on regarde la revascularisation. Alors le dernier chapitre de cette présentation, c'est le patient à haut risque hémorragique, puisque comme vous savez, c'est de plus en plus fréquent. Parmi ces patients, il y en a au moins 1 sur 2 qui arrivent avec une maladie coronaire instable. Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut utiliser ces stents? Est-ce qu'il y en a qui sont meilleurs que d'autres dans le contexte du risque hémorragique élevé, où on va devoir faire des traitements antithrombotiques le plus court possible, et en particulier des traitements antiplaquettaires le plus court possible. Je vous rappelle que les recommandations en 2010, c'était encore 6 mois, 1 an de thérapie. Avec notamment des AVK. Alors vous voyez ici toutes les études qui ont comparé les stents qui sont faites ou qui sont en cours, et c'est pratiquement une dizaine d'années de recherche clinique. Et vous voyez que globalement, ce qui est comparé ici, ce sont des plateformes différentes avec des durées de thérapie qui sont identiques, et vous voyez qui varient de 1 mois à 6 mois. Mais en moyenne, l'objectif, c'est quand on sélectionne des patients à risque hémorragique, c'est de faire le plus court possible pour s'affranchir des complications hémorragiques. Alors certaines études sont en cours, d'autres ont été publiées. Donc je vous montre par exemple ici avec les stents actifs de première, deuxième génération, l'étude Zeus de Marco Valciniki qui montre qu'on réduit tout, les infarctus, la rosténose. C'est pareil dans l'étude senior de Olivier Varenne lorsqu'il compare le Synergie avec le Rebelle. Et vous voyez qu'à chaque fois, on a à peu près la moitié de patients qui ont une maladie coronaire instable. Et vous voyez qu'on voit toujours une différence en faveur du stent actif, et c'est ce qui a vraiment permis de changer les recommandations. Je pense que l'étude la plus intéressante, ça reste l'IDERSFREE, ça a été la plus ambitieuse, pratiquement un malade sur 2 avec un syndrome coronarien aigu, le stent BioFreedom qui est comparé au stent Gazelle, et vous voyez la non-infériorité est démontrée, la supériorité est démontrée, et on voit également l'effet sur la rosténose.
Alors ensuite, on a comparé les stents actifs entre eux. Est-ce qu'on a un meilleur que l'autre? Vous connaissez l'étude Onyx, où Biofreedom a été comparé au Resolute, qui est un stent qui a, vous voyez, des épaisseurs de maille un petit peu plus faibles et qui a un polymère durable compatible. Et vous voyez qu'il n'y a pas de différence, donc la non-infériorité est encore une fois démontrée. Alors les études qui sont en cours maintenant, en fait, vont comparer en fait, des stents actifs avec des durées de bithérapie différentes. Donc c'est une autre approche. Vous connaissez Master DAPT, donc c'était un pari, cette étude, c'était de dire qu'on va faire le plus court possible versus les recommandations classiques, quel que soit le contexte de la maladie. Il y avait encore une fois 50% de maladies coronaires instables. Et vous voyez qu'ici, il y a une évaluation hiérarchique. Tout d'abord, ils ont essayé de démontrer que c'était non inférieur sur le risque de complications qu'on appelle le bénéfice clinique net, c'est-à-dire qu'on mélange tout. Les complications ischémiques, les complications hémorragiques. Ensuite, la deuxième interrogation, c'est est-ce qu'il y a une perte de bénéfices consentis sur les événements ischémiques? Vous voyez que non. Et finalement, est-ce qu'il y a un gain sur les hémorragies? Bien, la réponse est oui. Mais c'est quand même des études qui sont importantes. Donc si on devait conclure, eh bien, ça serait en 3 points. Le premier point, c'est que je pense qu'il n'y a plus de place pour le stent de nu dans l'infarctus du myocarde, même s'il reste parfois dans certains pays moins chers. Je pense que maintenant les prix sont lissés, mais indépendamment des considérations médico-économiques, il y a un vrai gain du stent actif dans l'infarctus du myocarde. Deuxième conclusion, il y a une vraie place à part du stent Optimax, et je pense que c'est une vraie option pour l'infarctus du myocarde. On voit qu'il a été comparé à 3 différentes générations de stent actifs, et à chaque fois il a démontré un bénéfice clinique sur des critères qui sont des critères qui nous intéressent, comme l'infarctus du myocarde, comme la thrombose de stent. Et maintenant, chez les patients en risque hémorragique, il y a des stents particuliers qui sont intéressants parce qu'ils ont été étudiés. Je vous les ai listés ici, mais c'est susceptible de changer avec des études qui sont en cours et qui peuvent changer la donne en 2023-2022. Je vous remercie de votre attention. Merci Jean-Philippe d'avoir tenu le timing. On a le temps pour une question. Alors j'aurais juste une question. Donc tu as évoqué le stent Titan. On sait que dans des études qui ont été conduites dans les syndromes coronariens aigus avec ce stent particulier, ont été associés à des DAPT de 12 mois traditionnels, comme elles étaient recommandées à ce moment-là dans les syndromes coronariens aigus. Est-ce que tu penses qu'on peut élargir les indications de raccourcissement de DAPT dans ce contexte-là? Est-ce que toi, dans ta pratique, tu serais incitatif à privilégier ce type de stent chez un patient dont tu sais qu'il va devoir avoir, au décours d'un syndrome coronarien aigu, une chirurgie à court ou moyen terme? Alors, évidemment, la réponse est je ne sais pas, parce que les études n'ont pas été faites. Je pense que ce qui est intéressant dans ce dispositif médical implantable, c'est de voir qu'au fur et à mesure des études, lorsqu'elles ont été répétées, on retrouve toujours les mêmes choses. Et donc ça, c'est le premier point qui est important. Ensuite, si on se base sur ce qu'on retrouve chez l'homme, notamment sur l'imagerie coronaire avec l'OCT, on voit une réendothelialisation très précoce des stents dès le 30e jour, qui est beaucoup plus élevé avec ce stent bioactif qu'avec n'importe quel autre stent actif. Donc, ce qui en fait quand même des données intéressantes qui pourraient permettre de conclure au fait qu'il n'y a pas de raison de se priver d'une bithérapie courte, notamment avec ce stent. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour Jean-Philippe Collet? Alors, qui utilise l'Hexacat dans le syndrome coronaire aigu? Ah oui, d'accord, c'est bien. Mais bon, faut le savoir, je pense que c'est un vrai gain pour les patients. Je voudrais ajouter encore une petite remarque, et c'est, disons, le privilège d'être dans l'étude TIDES ACS, mais je viens de recevoir l'analyse et 5 ans de follow-up, et l'endpoint primaire est neutre, donc il n'est certainement pas inférieur ni supérieur à un stent classique optimal, mais par contre, la mortalité
la mortalité cardiaque est largement inférieure avec le stent Titan après l'infarctus. Donc, de nouveau, après l'infarctus. C'est une donnée qui doit encore être digérée, mais à 5 ans, la mortalité est vraiment différente et c'est un ratio d'environ le double. Donc, la mortalité est... Mais c'est ce qu'on voyait déjà à 3 ans. Exactement. Ouais. Et donc maintenant, il n'y a pas de rattrapage. Au contraire, les courbes divergent même un petit peu. Honnêtement, je ne sais pas expliquer très bien pourquoi c'est comme ça, mais ce sont quand même des données impressionnantes. Exactement. Peut-être que c'est le gain initial sur la réorganisation qui fait la différence. Merci Jean-Philippe. Est-ce que Paul, tu nous entends à Olioul? Oui, 5 sur 5. Très bien, alors peut-être que Bernard de Bruyne va aller... Est-ce que vous nous voyez en bas? Pas encore, mais on va... Est-ce qu'on peut voir Paul Barragan qui va nous présenter le cas? Oui, on te voit. Et peut-être qu'on pourrait l'avoir en grand, Paul, sur ton écran. Vous voyez donc. Que tu nous présentes juste le cas, puis après Bernard... Oui, je vous présente le cas. Comme ça. Voilà, donc, bienvenue à Olioul. C'est un petit village de 15 000 habitants. Il a la particularité clinique d'avoir le nombre de centenaires le plus élevé en France rapporté à la population, bien sûr. Sans doute dû à l'origine méditerranéenne, à l'huile d'olive. Olioul, ça veut dire olivier en provençal. Alors, le premier cas que je vous présente, donc on va essayer de faire une évaluation de microcirculation. On est honoré d'avoir Bernard de Bruyne qui va nous guider dans cette exploration. C'est un patient de 61 ans qui a pour antécédent une chirurgie vertébrale pour lymphome lombaire, une chirurgie vertébrale lombaire pour lymphome, pardon. Facteur de risque, pas grand-chose, un petit tabagisme ancien. Et il a fait il y a 10 jours donc un idème antérieur ST+, avec il a été hospitalisé H+, 1,5, donc 1h30 de délai hospitalisé, et en Kilic 2. Il est en Kilic 2 à l'arrivée. À la chomographie, on retrouvait une occlusion de l'IVA, avec un flux TIMI 0, il y avait une sténose qui nous a semblé significative de la coronaire droite segment 2, et une plaque homogène de la circonflexe que nous avons réévaluée aujourd'hui. On va vous montrer les images. Donc le 9 octobre, il y a eu 2 stents, un stent sur l'IVA proximale et un stent sur la diagonale, une technique de bifurcation. L'échographie post-ACT retrouvait une activité céto-apicale avec une fraction d'éjection à 50%. Bon, il y a eu le traitement classique, ticagrelor, aspirine, bisoprolol, la suivante. Donc le but du contrôle, c'est d'évaluer la physiologie de la circulation coronaire dans ce territoire antérieur infarci, et de faire une éventuelle complément de la droite ou de la circonflexe. Dernière diapositive. Donc, je vous présente le matériel nécessaire que nous utilisons. Un cathéter, un guide 6F. On a un guide de pression, température, c'est le guide d'Abbott, que vous connaissez tous. Et puis le cathéter de thermodilution Reflow qu'on va voir. Une solution saline à température ambiante. Un injecteur automatique Medra. Alors je sais qu'il y en a de moins en moins dans les salles de cathétérisme, remplacés par les systèmes donc, automatiques Assist, et un système, le système Corventis et le software et le hardware donc excusez-moi, de la bonne, pardon, excusez-moi. Voilà, voilà Bernard, j'ai terminé. Si je veux faire un comment montrer ce qu'on a fait. Est-ce qu'on peut voir la ventriculographie? Je viens de lui faire une ventriculographie. Il a récupéré sa fonction VG, puisqu'on a retrouvé une hypokinésie antérieure apicale avec une fraction ventriculaire 64%, donc c'est tout frais. Est-ce que vous pouvez nous montrer l'image de la chomographie, la corne à droite, s'il vous plaît? Voilà. Donc on avait vu en phase aiguë une sténose serrée de la droite, en bas, j'ai dû faire une il y a une plaque en fait qui fait 30-40% que l'on ne touchera pas, sauf si vous indiquez qu'il faut la toucher. Coronaire gauche maintenant, s'il vous plaît. Et voilà la coronaire gauche, donc un bon résultat de bifurcation, il y a proximale, première diagonale. La suivante. Et voilà, en fait, il y a une sténose serrée de la circonflexe, d'un marginal à son ostium, là. On la voit bien.
Voilà, donc le but c'est d'évaluer donc la circulation, la physiologie coronaire dans le territoire de l'IVA, et ensuite on complétera ça par une angioplastie circonflexe. Voilà Bernard, si tu veux objecter. Oui, non, je n'objecte rien du tout. Je voudrais juste introduire, vous montrer quelques diapos d'introduction à la démonstration que va faire Paul Barragan, qui permettent de mieux comprendre la procédure. Alors, oui, voilà, vous avez déjà mis les diapos. Je voudrais faire comprendre à tout le monde que ce qu'on va voir maintenant, c'est ce qu'on appelle de la thermodilution coronaire continue, par opposition à ce qu'on connaît, qui est la thermodilution par bolus. La thermodilution par bolus, je vais revenir un tout petit peu en arrière. Je m'excuse. Est-ce que vous pouvez me remettre les dias? J'étais trop enthousiaste. Bref, la thermodilution par bolus est quelque chose que j'ai introduit il y a 20-25 ans, donc ce n'est pas tout récent. Et je suis relativement bien placé pour en parler et pour vous dire que c'est manifestement pas la meilleure solution pour analyser la microcirculation. Et c'est pour ça que nous avons développé cette autre approche, également basée sur la thermodilution. Est-ce que vous pouvez remettre mes diapositives, s'il vous plaît? Il faut appuyer dessus. J'ai appuyé dessus. Voilà, pardon. Voilà, ça c'est un cas typique ou un exemple typique de thermodilution par bolus, et on voit la formation de ces courbes de thermodilution qui sont très brèves. Je ne vais pas entrer dans les détails, je voudrais simplement vous expliquer que ce à quoi on va assister, c'est la thermodilution continue qui est basée sur le principe de l'infusion continue d'une quantité bien connue, bien déterminée de sérum physiologique dans la partie proximale de l'artère coronaire. Donc ce n'est en fait pas de la rocket science, comme on dit en anglais, c'est très simple, mais il faut effectivement un guide de pression et surtout un cathéter d'infusion particulier qui est ce qu'on appelle le Reflow. Vous allez le voir tout à l'heure, mais je vais vous envoyer une diapositive en zoom. C'est un cathéter qui ressemble très fort à un ballon, qui est perforé de 4 petites ouvertures à sa portion distale. Pourquoi 4? Parce qu'il est indispensable que le sérum physiologique soit mélangé au sang de manière instantanée dans la portion proximale de la coronaire. C'est très important. Autre acteur important de ces mesures, c'est évidemment le guide d'angioplastie, le guide de pression-température de la botte. Et le troisième acteur important est le software Coroventis, comme l'a dit Paul Barragan. Alors, de manière schématique, voilà notre IVA du patient à Oyul, par exemple. Le guiding est dans l'ostium. On va, comme première chose, introduire le guide de pression-température d'Abbott dans la portion distale, comme on ferait tout à fait normalement. Et puis, sur ce guide de température, introduire le cathéter Reflow qui va infuser de manière régulière et connue du sérum physiologique à la température de la pièce. Donc ce n'est pas très compliqué, mais il faut évidemment que tout ça soit en place. Et les tracés de pression que vous allez voir vont ressembler plus ou moins à ceci. Ce que l'on voit en haut sont les pressions coronaires, donc en rouge la pression aortique, en vert la pression coronaire distale, et en bleu, dans la portion inférieure du tracé ou de la diapo, on a la température. On voit que cette température diminue tout d'un coup au moment où on met en route la pompe qui va nous débiter 20 millilitres par minute dans l'IVA proximal. Le guide qui est en distalité va se rendre compte que le sang devient tout d'un coup un peu plus froid, on voit la température qui diminue, et c'est un magnifique steady state, donc un plateau, la température est absolument stable, mais un peu plus froide, un peu plus basse que la température du sang. Et si on connaît le débit d'infusion de la pompe, on connaît la température du liquide physiologique au moment où il entre dans les coronaires, et on connaît la température du sang dans la portion distale des coronaires, on peut, par une simple règle de 3, calculer le débit. Mais alors le débit en millilitres par minute. Et en fait, c'est la première fois qu'en 5-4, on est capable de mesurer le débit de manière absolue. Qui dit débit et mesure de pression dans la portion distale de l'IVA, dit également mesure possible des résistances. Et de nouveau, on ne va pas avoir affaire à un index de résistance, à quelque chose qui ressemble de près ou de loin en résistance. Non, ce sont des résistances exprimées en Woods units, comme les Woods units que l'on utilise dans la circulation pulmonaire ou la circulation systémique. Je vais en rester là pour maintenant parce que je crois que Paul s'impatiente et doit être prêt pour l'instant, donc je te redonne la parole, Paul.
Merci Bernard d'avoir rappelé là, tout ça. C'est tout à fait nouveau pour nous, hein. Donc c'est évident pour toi, mais merci pour ce rappel. Voilà. Donc on va commencer par faire un 0 sur le Coroventis, vous voyez, donc on se met au 0. Allez-y, 0 Coroventis. Voilà. Une fois que le 0 est bon, on va connecter le système pression. Voilà, le système classique qu'on utilise pour faire de la FFR, vous voyez. Je crois qu'il est important aussi pour l'audience de se rendre compte que Paul a décidé de faire du teaching, c'est-à-dire que ça va aller relativement lentement. Mais comme c'est une technologie qui est neuve pour tout le monde, y compris pour lui, mais sans doute pour vous également, on va vraiment aller étape par étape. Et donc le guide n'est même pas encore dans le patient et il va passer en revue voilà, toutes les étapes. Maintenant, c'est de, comme pour une FFR, c'est de monter le guide dans le cathéter guide et de positionner dans l'IDA. Alors, la dilatation a été faite en phase aiguë avec un cathéter EBU 3.5, et là j'ai volontairement choisi une Coburn Jenkins qui permet plus facilement de manipuler le guide. Des fois avec des cathéters EBU on est très sélectif, des fois c'est complexe. Voilà. Donc le guide, voilà, le guide, on le touche un petit peu, donc on met le capteur à ce niveau. Voilà, et on va égaliser, là manifestement on est dans l'IVA, on égalise les pressions, vous voyez. Est-ce que tu flushes un peu, Paul, avant d'égaliser? Oui, le cathéter a été fluché, mais on va reflusher. Voilà, cette apparence qui était parfaite, hein, il suffit d'avoir un peu de sang là, voilà. Là, ça s'égalise. Pas complètement, oui, parce que oui, c'est parfait. Ok, donc on va essayer de mettre le guide maintenant dans l'IVA ISTA. Bon, je pense que la bifurcation, j'espère que la bifurcation ne nous posera pas de problème. Voilà, ça ne va pas poser de problème. Ok, est-ce que la position du guide vous paraît correcte ou pas? Oui, j'irai encore un petit peu plus loin, parce que j'irai encore un petit peu plus loin, oui, voilà. Bon, si c'est plié, est-ce que ça a une importance ou pas? Absolument pas, sauf que tu vas sans doute plus tard vouloir retourner dans l'IVA distal, donc oui, il ne faut pas démolir complètement, mais... bon, ben là, la position du guide te paraît bien, là. Ça me paraît parfait. Plus basse? Parfait, ok. Voilà. Donc je vais monter le cathéter FO, et pour ce, il faut donc déconnecter la portion éclairée en vert. Donc les manipulations faites maintenant sont des manipulations classiques d'une angioplastie, donc le guide est en place et le cathéter qui va être monté, donc ce reflow cathéter, est comme un ballon d'angioplastie, mais sans ballon. C'est un monorail, le profil est identique à celui d'un ballon. Voilà. Et là, c'est évidemment difficile à voir, il faudra magnifier l'image très fort. Et si jamais tu avais l'occasion, Paul, il serait utile à ce stade-ci de montrer les 4 jets, les 4 petits jets distaux. C'est très petit, mais c'est très important. C'est très important de montrer les jets. C'est surtout important de comprendre qu'il y a 4 jets, parce que ces 4 jets, on peut se dire, bon, pourquoi 4 jets, pourquoi compliquer les choses? Mais justement, la thermodilution repose sur le principe que le mix de l'indicateur et du sang se fait de manière instantanée. Est-ce que vous voyez à Paris les jets? Non. Non, pas. Mais il faudra, on te croit sur parole. Ce sont on peut zoomer. Bon, vous voyez, merci.
Ce sont des jets qui sortent d'un orifice de 100 microns, donc c'est effectivement des microjets. Une question qu'on Donc, doit je se peux poser, dire, ça- Bernard. Pardon? Est-ce que ces jets, ça ne peut pas faire un effet Karcher et abîmer l'endothélium coronaire? Ça, c'est une très bonne question. On a déjà des données de sécurité. On a fait 1200 patients jusqu'à présent dans plusieurs centres et on n'a jamais obtenu on n'a jamais eu de gros problèmes. On a eu un spasme et on a eu pas dans notre centre, mais j'ai eu écho d'un hématome intrapariétal. Mais tout dépend évidemment de la force, donc du débit qu'on met sur la pompe. Et les réglages doivent être faits de manière très très précise. Et donc là, on va faire une première mesure. Voilà, on monte le cathéter FO, on le met juste à l'origine de l'IVA. Oui. Ça me paraît bien, moi. Oui. Bernard, Très bien. Ok. Donc le débit, ça va être un débit standard, c'est un débit de 10 ml, hein, c'est ça. Alors, zéro température. Il y a une chose qui m'intrigue un peu, c'est que les pressions ne sont pas égalisées maintenant alors qu'elles devraient l'être. Peut-être simplement la valve est-elle ouverte? La valve est fermée maintenant. Les pressions ne sont pas égalisées là. Est-ce que vous voulez qu'on réégalise les pressions? On va les réégaliser. Il faut le faire maintenant, mais il faut retirer le capteur dans la portion proximale de la pièce. Mais ça ne devrait pas poser de problème de retourner distalement. Voilà, on réégalise, s'il vous plaît. Je vais flusher à nouveau. Voilà, ils sont égalisés. C'est parfait. Donc je vais descendre mon bide. Il y a un peu de matériel qui ne descend pas très facilement. Voilà, j'ai navigué dans toutes les septas. C'est une des raisons pour lesquelles quand on repasse le reflow, je remets toujours le torqueur sur le guide. Mais, Ouais. Voilà. Allez, je descends le reflow. Alors là, les pressions sont... Voilà. Et alors, petite note pour la salle ici. Il est important de savoir que la température distale va évidemment, par définition, être mesurée par le capteur qui est en distalité, mais que la mesure du flux que l'on va obtenir est le flux dans l'IVA proximal. Donc c'est 10 millilitres par minute. La conception erronée de croire qu'on mesure le flux dans la portion distale. Non, on va mesurer le flux de tout le territoire IVA. C'est ça qui fait la beauté du principe. Ok, alors donc zéro enregistrement, oui, enregistrement, zéro température. Voilà, zéro température. Vous démarrez la perfusion, s'il vous plaît. Voilà, la perfusion démarre. Donc elle est tout à fait à l'origine, ce amphi est délivré tout à fait à l'origine de l'interventricular antérieur. Un détail, Voilà, question donc, de Paul. le débit, c'est un débit de repos, donc on n'est pas en hyperémie, c'est 10 millilitres par minute. Quand Paul dit 10 millilitres par minute, c'est-à-dire que la pompe débite 10 millilitres de sérum physiologique à température de la pièce par minute. Donc 10 millilitres, il faut se représenter ce que c'est. C'est environ une seringue, comme celle qu'on utilise généralement. Et on sait d'expérience que ça n'induit pas d'hyperémie significative. Alors vous voyez la température distale qui était de 0. 0 étant en fait la différence de la température dans l'IVA distal par rapport à l'organisme, donc était de 0, qui maintenant est à 0,1, 0,11, ça fluctue un tout petit peu, mais vous voyez qu'en général, ça reste une ligne bien droite. Et peut-être 2 minutes. Donc c'est pas pourquoi. Bernard, tu nous suggères
d'effectuer cette infusion pendant 2 minutes, hein, c'est ça? Mais c'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut être beaucoup plus court. Au moment où on a l'impression qu'on est en steady state et que cette température-ci ne bouge plus, on peut retirer le capteur dans la J'ai l'impression qu'elle ne bouge plus là. Est-ce que tu es de cet avis? J'ai l'impression qu'il y a encore des fluctuations. Et au repos, c'est la situation dans laquelle cette température a le plus tendance à se modifier. Donc j'attendrai encore. On est à 2 minutes là. 2 minutes. Je te proposerai maintenant de retirer, mais il faut garder ton pied sur la scopie. Bien sûr. Donc on arrête Non, on n'arrête pas l'infusion. Il faut retirer on arrête pas la ça. diffusion. Donc je retire, je fais un coup de bague. Mais garde le pied sur la scopie pour montrer ce qui se passe. Voilà. Ok. Voilà. Et alors ici, c'est difficile à voir dans la salle. C'est difficile pour moi de montrer avec un laser qui ne fonctionne pas, mais on voit la température qui a baissé de manière très substantielle et qui atteint moins 1,85 ou quelque chose comme ça, qui reste très stable. Et maintenant, on peut arrêter la pompe. Je ne sais pas qui... Voilà, vous arrêtez la pompe. Voilà. Okay. On arrête la pompe, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'infusion du liquide physiologique. Et le capteur de température va nous dire qu'effectivement la température remonte petit à petit et on va attendre un petit peu, il faut un peu de patience. Ce n'est en fait pas nécessaire comme donnée pour les calculs d'obtenir cette température. On va attendre qu'elle remonte jusqu'à 0. Je vois que le signal a été interrompu, sans doute que on a interrompu l'enregistrement. Okay. Donc je vois que l'ensemble des mesures a été fait. Ce que je proposerai à Paul maintenant, c'est de retourner dans l'IVA distal. Pour faire en hyperémie. Retourner dans l'IVA distal. Une mesure d'hyperémie. Et puis on rediscutera de toutes ces mesures. Éventuellement à base d'exemples. Donc on double le débit, donc on est à 20 ml par minute de sérum physiologique à la température de la salle. Et délivré toujours au niveau de l'IVA proximal. Et vous voyez que la température est retournée à 0. Maintenant, je suppose qu'on a poussé carrément sur le 0. Donc, voilà. Donc la température est quand on dit je mets la température à 0, c'est-à-dire qu'il faut remettre la température à 0 avant de commencer l'infusion. À Oulieu. Ou bien l'infusion a déjà commencé? C'est ce qu'on a fait dans la je ne suis pas, vous allez trop vite. Mais quand on dit faire le 0, c'est-à-dire qu'on dit à l'ordinateur que ceci est la température du patient. Et il y a 0 degré de différence. Et vous voyez que cette fois-ci, la température descend beaucoup plus à 0,50. 0,50, donc 1 demi-degré en dessous de la température du patient. Et on voit que c'est un beau steady state, donc un état stable. Vous voyez aussi que le ratio PD-PA a diminué de manière très substantielle. PD-PA qui, dans ce cas-ci, est en fait la FFR, puisqu'on est en hyperémie, on reviendra à ça plus tard. Mais, Paul, tu peux déjà retirer le guide. Je te demanderai de garder le pied sur la scopie et de retirer le guide. Et j'expliquerai alors pourquoi tu fais ça. Regardez ce qui va se passer maintenant. La température va tout d'un coup chuter très fort. Et cela là, on ne touche plus au patient, je dirais. On ne touche à rien. Et c'est un des avantages de cette technologie, c'est justement il n'y a pas d'interférence de l'opérateur. Vous voyez qu'on atteint également un beau steady state, un état stable. Vous voyez que la température est de moins 6 degrés, c'est-à-dire que la température du liquide physiologique au moment où il arrive dans la coronaire est de moins 6 degrés en dessous de celle du patient. C'est ça que ça veut dire. Vous pouvez arrêter la pompe, pas l'enregistrement. On arrête la pompe, s'il vous plaît. Et alors maintenant, il faut un petit peu de patience pour que cette température retourne à 0. Et j'aime bien personnellement qu'elle retourne à 0 parce que c'est une espèce de check que tout ce qui s'est passé entre les deux est correct. Et voilà, on est à 0. Et on retourne à 0. Voilà. Est-ce qu'il y a moyen de laisser ce tracé de pression comme il est, de ce tracé comme il est là,
de ne pas toucher On ne touche pas, d'accord, Voilà. on ne touche pas. Comme ça, on va pouvoir ici Ouais. dans la salle passer petit à petit ou étape par étape sur ce tracé. Et je dois dire que d'emblée, je voudrais féliciter le docteur Barragan parce que c'est une technologie tout à fait nouvelle. Il l'a fait live, il a fait, je crois, 1 ou 2 cas pour s'exercer auparavant, mais il y a évidemment une petite learning curve. Alors, en rouge, on a le tracé de la pression artérielle qui nous est donné par le guiding. On va infuser par le Rayflow 20 ml par minute, c'est inscrit ici. 20 ml par minute, on sait que l'on induit de l'hyperémie. Pourquoi est-ce qu'on induit de l'hyperémie? Parce qu'on induit une hémolyse des globules rouges qui passent devant les jets. Et les globules rouges sont des bombes d'adénosine. Et donc, en fait, on infuse non seulement de physiologie, mais on fait passer également de l'adénosine uniquement dans l'IVA. Vous voyez effectivement que le gradient de pression ici va passer de, je ne sais pas exactement d'ici, mais 10-15 mm de mercure à 20-30 mm de mercure. Et qu'effectivement, la FFR, puisqu'on est ici en hyperémie, est de 0,64. Vous voyez également que la température diminue tout d'un coup, là, et puis il y a une équilibration de la température dans la portion distale de l'IVA, un magnifique plateau, et puis quand Paul retire le capteur, dans la portion distale du cathéter, cette température chute tout d'un coup. Ici, par exemple, il a sans doute marqué un temps d'arrêt, et il a retiré encore un tout petit peu pour être tout à fait dans le cathéter, et on voit que ça, c'est la température du sérum physiologique au moment où il entre dans la coronaire, avec cette température-ci, cette température-là, et la notion connue et programmée que l'on injecte 20 ml par minute, eh bien on peut calculer par une simple règle de 3 le débit, qui dans ce cas-ci est de 229 ml par minute. Alors, je vois que quelqu'un dans la salle est en train de chipoter et de jouer ici avec les marqueurs. Vous pouvez le faire, les glisser un tout petit peu à gauche, un tout petit peu à droite. Vous voyez que ces chiffres changent instantanément, mais ne changent en fait que très très peu. Donc de là à là, on a un flux qui est parfaitement stable. Parfaitement stable. Alors on a le débit qui passe en fait dans l'IVA proximal. Donc tout le territoire de l'IVA est perfusé chez ce patient qui a fait un infarctus il y a quelques jours par 235-250 millilitres par minute. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas normal? Ça dépend évidemment de la masse, on en parlera peut-être plus tard, mais ce qui peut également être calculé, et c'est très très intéressant, c'est les résistances, parce que le débit c'est une chose, mais en fait, le but du jeu, c'est de déterminer les résistances microvasculaires. Les résistances microvasculaires, c'est la pression divisée par le flux. La pression, on l'a, le flux, on l'a. La résistance microvasculaire du territoire de l'IVA est d'environ 200 Woods units, 197, 197 comme vous dites, mais c'est largement la même chose. Donc 200 Woods units dans le territoire de l'IVA. Vous allez me dire, est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est pas beaucoup? Eh bien, ça dépend évidemment de la masse, mais dans une IVA, c'est une mesure de résistance strictement normale. Et c'est très important parce que ce patient vient de faire un infarctus, il était là très tôt. Le simple fait de mesurer une résistance aussi basse pendant l'hyperémie est, à mon avis, un argument très favorable pour ce patient. Vous savez qu'on a développé toutes ces techniques d'étude de la microcirculation, non pas pour les patients qui ont fait un infarctus, ça ne va très probablement pas les aider, mais pour tous les patients qui viennent avec des douleurs thoraciques suspectes d'angine de poitrine mais qui ont des coronaires normales, donc tous les syndromes ANOCA. Et pour ces gens-là, chez ces gens-là, chez en tout cas des gens qui ont une dysfonction de la microcirculation, on a presque toujours une résistance microcirculatoire pendant l'hyperémie de plus de 450 Woods units. Donc c'est une très très grosse différence. Et je voudrais terminer en faisant la remarque suivante. Vous voyez que c'est un tracé parfaitement stable. Vous voyez qu'à part avoir retiré le guide, il n'a pas injecté lui-même, il n'a pas manipulé, disons, les mesures. Et vous voyez également que tout s'exprime de manière absolue. On n'est plus en train de chipoter avec des index qui ne sont que finalement des évaluations de ce que pourraient être les résistances et le flux. Donc ici, il s'agit de millilitres par minute. En fait, sur le display, il est encore écrit litres par minute, mais on vient de dire que c'est la même chose. Millilitres par minute et Woods unit. Donc, c'est une technique qui a été, à mon avis, très très bien démontrée par le docteur Barragan, que je le remercie. Je propose, je ne sais pas
dans le panel, si vous êtes d'accord, de passer à peut-être... Est-ce que juste un petit commentaire, tu aurais un commentaire à faire sur la FFR à 0,64? Oui, qui est la oui, variation oui, d'écran. oui. Ça, c'est une bonne question. Alors, cette FFR est basse, mais c'est quelque chose qui ne nous étonne plus. Et je ne sais pas si vous avez déjà fait des FFR dans des artères diffusément malades, dans lesquelles on a passé 3 stents, ou 2 stents en tout cas dans l'IVA. Vous allez très souvent trouver des FFR largement pathologiques, et pas à 0,79, souvent en dessous de 0,7. C'est quelque chose auquel on est habitué. Ici, je dois avouer qu'elle est particulièrement basse, et il y a 2 éléments qui doivent être également pris en ligne de compte. Un, on a la présence du reflow dans l'IVA toute proximale. Ça joue pour environ 4 à 5 unités de FFR, environ. Donc, on peut imaginer que le patient, si on avait fait simplement de la papaverine ou simplement de l'adénosine, aurait quelque chose comme 0,7 de FFR. Deuxième chose, c'est qu'on a aussi l'impression, maintenant avec l'expérience qui s'accumule, que l'hyperémie que l'on induit avec le cathéter, et donc avec cette production locale d'adénosine, est plus importante encore que ce qu'on atteint par l'infusion d'adénosine intraveineuse. C'est quelque chose qui est encore hypothétique. Et une des raisons pour lesquelles l'hyperémie pourrait être plus importante, c'est qu'on a il y a une espèce de stimulation locale de la paroi artérielle par les petits jets. C'est quelque chose d'ailleurs sur lequel on a travaillé avec Julien Anger, qui est dans la salle. Mais il y a plusieurs choses qui peuvent expliquer cet FFR de 0,64. La cause la plus probable, c'est le caractère diffus de l'athérosclérose qui est visible ici, avec même, si vous me demandez quand même, peut-être quelque chose ici dans l'IVA proximal. Je crois que ça serait la peine de faire un retrait sous hyperémie. Je proposerais dans le panel de peut-être faire une pause ici et de voir s'il y a des questions dans la salle, des questions pratiques, des questions théoriques. Il y a peut-être une deuxième présentation à faire. Bernard, moi, pendant ce temps-là, je vais tenter la marginale. On a l'impression qu'avec 5 millilitres de débit, on induit déjà l'hyperémie. Ou 10 millilitres. Donc, c'est des choix empiriques, 10 et 20. Non, ce n'est pas empirique. Ça a été très bien étudié. On a publié ça. Mais je suis d'accord que dans le tracé précédent, j'avais l'impression qu'il y avait une diminution du rapport PDPA, qui est en fait la signature d'une hyperémie. Je suis d'accord, je ne sais pas exactement pourquoi ni comment l'expliquer, mais honnêtement, dans nos mains, 10 millilitres, on s'est fait de manière standard, on n'a jamais d'hyperémie significative. Mais c'est pour la raison pour laquelle aussi, dans l'IVA, on conseille 10 ml, dans la droite et la circonflexe, on conseille 8 ml pour le repos. Alors pour l'hyperémie, à partir de 15 ml, on est toujours hyperémique. Dans l'IVA, on peut faire 20 ml, on peut même faire 15 ml. L'hyperémie est en fait très facile à provoquer. Une autre question, Bernard. Donc là, on a vu chez Paul, dans ce patient, que les résistances semblaient normales sur l'IVA après cet infarctus. Est-ce que si les résistances avaient été élevées ou très élevées, comme tu l'as dit, dans certains cas, est-ce que c'est vraiment un marqueur pronostic qui a été prouvé ou c'est juste empirique pour l'instant? Oui, c'est évidemment juste empirique. On est tout à fait au début de cette technologie. On a déjà pas mal de données cliniques. On est en train on a commencé il y a 3 semaines le registre Eurocraft, qui est une grosse étude multicentrique dans laquelle on va obtenir presque 1000 patients et dont le seul but, ou le but principal, est d'établir le cut-off sur des données de suivi clinique. Donc à 1 an. Essayer de corréler ce suivi clinique chez des gens avec des coronaires normales, pas des gens avec des infarctus évidemment. Ici, Paul a choisi ce patient parce qu'il se présentait et que c'était un cas qui de toute façon devait avoir un cathétérisme, mais le cas idéal, ou les cas pour lesquels toutes ces techniques ont été développées, ce sont les ANOCA. Mais il n'y a pas encore de valeur cut-off tout à fait bien établie. Et alors, c'est un travail qui reste à faire, un travail fondamental. Voilà. Oui. Dans l'intervalle, j'ai terminé la procédure, donc j'ai fait un static direct sur la marginale avec un Optimax 28 x 12,75 monté à 16 bars. Ça me paraît correct.
la circonflexe distale n'est pas dominante. Je ne vais pas m'évertuer à faire un kissing pour la réouvrir, donc ça circule parfaitement bien si vous êtes d'accord. Moi je considère que j'en ai terminé. Donc si vous avez des commentaires, je vous en prie. Paul, il y avait un commentaire qui était important de Didier Carrier, qui s'étonnait d'une FFR de 0,64 dans l'IVA distal. Je lui ai dit que c'était quelque chose qu'on voyait relativement souvent dans des artères diffusément malades. Regardez cette IVA ici. Le guide est dans la marginale, hein, si je comprends bien. Ah, il est nulle part maintenant, mais l'IVA était ici. Si on peut revoir l'angiographie, moi ça ne m'étonne pas du tout d'avoir 0,64. Oui. Regardez un peu tout ce passage-ci, tout ce segment, plus l'IVA proximal, plus la présence du rectum. Est-ce que je peux avoir un peu de descendance, s'il vous plaît? Il y a un spasme sur l'IVA, oui. Il a peut-être spasmé sur l'IVA. Regardez l'IVA comme elle est spasmée. En fin de procédure. Mais bon, je crois que ajouté sur l'IVA. Je crois que la procédure, Paul, a été extrêmement claire, extrêmement propre, je dirais. Et de nouveau, on en avait discuté par téléphone, le but de ce live est vraiment simplement de démontrer comment faire cette thermodégustion continue. On en est au balbutiement de la technologie, mais on a enfin en main un outil qui nous permet d'approcher la microcirculation de manière quantitative et operator independent. On a une question, M. Corpus. Oui, Paul, bravo. Juste deux questions. Pour la circonflexe, en fait, c'est une bifurcation que tu as traitée avec un stenting provisionnel. Première question, tu ne fais pas de POT sur la circonflexe proximale. Ça, c'est la première question. La seconde question, on a l'impression quand même que l'IVA est bien malade, avec une ischémie documentée par la valeur de la FFR. Est-ce que ça ne vaut pas la peine de la stenter? En particulier, Alors, j'ai fait un peu de nitré. Je fais partie de la génération de Corona-Fils qui faisait du méthergin très souvent avec un peu de méthergin, avec un peu de nitré. Et je crois qu'il y a un petit pont musculaire aussi sur cette IVA-là. Oui, c'est sûr. Mais en décodage, on a l'impression que quand même l'IVA oui, on ne fait pas de pote systématique, le résultat me paraît correct. Pas de pote systématique. Et puis, voilà, donc je crois que la réponse, elle est peut-être là, dans le pont musculaire. FFR 0,64. Et puis ce qu'il y a de bien aujourd'hui, Bernard, c'est qu'il y a la FFR et puis il y a d'autres données. Donc, il y a les résistances artériolaires, il y a le CRF, etc. etc. Donc on raisonne avec plusieurs éléments objectifs, tangibles. Quoi. Oui, je crois aussi, et de nouveau, je répète que jamais je ne proposerai à ce patient de manière proactive d'aller mesurer les résistances microvasculaires pour des raisons pronostiques ou pour des raisons de traitement. Ici, c'était pour des raisons didactiques que Paul nous a fait plaisir de faire cette démonstration, mais je crois qu'elle était assez claire. De nouveau, il y a peut-être encore des questions dans le panel. Et sinon... Donc, moi, j'ai une question pratique. Oui. Là, on voit que Paul a fait la mesure de façon séquentielle, il a retiré le poids de guide. Vous ne faites pas 10-20, et ensuite on fait le retrait, puis on réduit les débits. Oui. Ça, c'est une très bonne question. Est-ce que je pourrais vous demander de remettre mes diapos? Je les ai ici sur l'écran. Voilà. Alors, je voudrais retourner. Donc, la question du docteur Pellet. Le docteur Barragan a fait le repos et l'hyperémie en 2 étapes. Une fois 10, une fois 20. Il a retiré le guide et puis il l'a replacé en périphérie. Et alors, c'est exactement ce qui est exposé, ce qui est illustré sur cette diapositive-là. C'est un exemple d'un patient chez qui on a fait 10 millilitres et puis on a un small steady state. Vous voyez entre parenthèses qu'avec 10 millilitres, il n'y a absolument pas de changement ni de la pression centrale, ni du gradient de pression. Donc on est certainement au repos. Et on a un tracé de repos. Et puis on passe au suivant. On remet le guide en périphérie, on passe à 20 millilitres et on a les valeurs pendant l'hyperémie. Vous voyez, dans ce cas-ci, 227 millilitres par minute et une résistance microvasculaire de presque 400. Bon, ça c'est pas le principe. Mais donc 10 et 20, repos, hyperémie, en 2 étapes. Alors on a développé maintenant une programmation de la pompe qui est beaucoup plus facile, mais qui ne peut se faire que sur certaines pompes, qui est la suivante. On part ici à
gauche de l'écran à 0, puis on infuse 10. Et la pompe continue à nous donner 10 millilitres par minute. Vous voyez que la température diminue, beau plateau, etc. Puis tout d'un coup, elle passe automatiquement à 20. On atteint un plateau. À ce moment-là, on retire le guide. Et ici, on en est à 3 minutes max. On retire le guide, on le garde dans le cathéter, on ne fait rien, on peut aller boire un café entre-temps, un rapide café entre parenthèses. Et la pompe retourne de 20 à 10 de nouveau, de telle sorte que l'on a tout ce qu'il faut pour mesurer la perfusion et les résistances, et au repos, et pendant l'hyperémie, dans un seul écran, et tout ça en 3 minutes et demie. Et ça nous permet de calculer la réserve coronaire, donc ce qu'on a développé comme étant la MRR, donc la Microvascular Resistance Reserve. Je n'entrerai pas dans les détails aujourd'hui, on va rester pratique, mais permet de mesurer toutes ces choses de manière quantitative, en valeur absolue, en un seul écran, en 3-4 minutes, sans même toucher le guide et le patient et la console. Donc ce caractère indépendant de l'opérateur est quelque chose qui, je crois, est vraiment très très important et qui est complètement différent de la thermodiffusion par bolus. Ça, c'est l'écran comme nous l'avons à l'os de travail. On a donc l'ensemble en quelques minutes. On va laisser finir ton topo, peut-être. Mais oui, je crois qu'on est quasiment au bout de la session. Donc je vais faire très très court. C'était des dias qui faisaient partie du topo. Je vais voir ce qu'il y a après. Alors, juste un mot sur cette MRR, qui est encore un nouvel index, vous allez me dire, mais je crois vraiment que la MRR devrait devenir pour la microcirculation ce que la FFR a été pour la circulation épicardique. Et cette MRR, donc Microvascular Resistance Reserve, se calcule simplement en divisant la réserve coronaire par la FFR. En fait, on corrige la CFR, la réserve coronaire, pour les résistances épicardiques. Et puis on doit encore corriger pour un terme qui est généralement égal à 1, donc qui est nul, mais qui est le rapport entre la pression systémique au repos et la pression systémique pendant l'hyperémie. Mais comme l'infusion de sérum physiologique dans la coronaire a en fait quasiment aucun effet sur la pression aortique, c'est généralement un terme qui est égal à 1. Et donc la seule chose à retenir, c'est que la MRR est égale à la CFL, donc la réserve coronaire classique, la bonne vieille réserve coronaire de Lane-Souls, corrigée par la FFR. Voilà. Alors, on a complètement changé de programme. C'était en fait mes dias d'introduction. Je ne sais pas s'il y a encore 2 minutes pour aller à mes dias de conclusion, mais je crois que théoriquement, Jean-Philippe Collet devait faire une conclusion générale. Est-ce qu'il y a moyen de... On peut dire au revoir à Paul et voilà. remercier aussi. Je ne sais pas s'il est toujours en direct, Paul, ou pas. Oui, je suis toujours là. Je vais essayer d'aller à Marseille, prendre mon avion à 20h. Voilà. Mais maintenant, sinon, je vais... demain matin. Vous pouvez remettre les dias. Je suis heureux d'avoir fait ce live depuis Lyon et puis je souhaite une bonne soirée et on aura l'occasion d'en reparler peut-être demain. Il y a une belle session de physiologie coronaire demain matin. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Je voudrais juste encore montrer 2 diapos, enfin une diapo, en fait, vraiment court. Là, j'ai dit et j'ai répété qu'on était au tout début de la technologie. C'est vrai et c'est pas tout à fait vrai. Il y a en fait déjà pas mal de centres qui ont de l'expérience. Il y a déjà beaucoup de travaux de validation qui ont été faits. Un des travaux les plus importants a été fait à Nijmegen, aux Pays-Bas, qui a montré que le début que l'on mesure pendant l'hyperémie est le même que celui qu'on retrouve à la tomographie à positron, par l'eau marquée. Donc ça, c'est une chose. Et deuxième chose, et c'est un travail de chez nous qui est en revue, c'est qu'on a montré, et ça c'est important, que la reproductibilité des mesures par thermodilution continue est beaucoup plus élevée, autrement dit la variabilité est beaucoup plus faible quand on fait les mesures par thermodilution continue que quand on applique les principes de thermodilution par bolus, donc l'IMR et les temps de transit, etc. Donc ça, ce sont 2 données plus quantitatives, plus scientifiques, entre guillemets, que je voulais encore vous donner. Et alors, en conclusion, j'avais préparé 2 choses suivantes. Je
crois qu'on parle beaucoup, surtout dans le domaine des anocas ou des inocas, on n'est même pas d'accord sur les définitions, mais donc dans ces patients d'anoca, et on parle aussi beaucoup, on se gargarise avec les termes de médecine de précision. Je crois que les mesures de flux et de résistance en termes absolus sont vraiment souhaitables et qu'on doit prendre nos distances par rapport à tous ces index qui sont en fait très peu précis. Et je crois aussi, et ça je l'ai déjà dit, que la MRL dérivée de la thermodynamique coronaire continue devrait devenir la microcirculation, ce que la FFR est aux artères ou a été aux artères épicardiques. Je vous remercie. Merci beaucoup Bernard. Pour conclure cette session, je pense qu'il y a deux outils importants peut-être à avoir sur vos étagères. Le stent dédié pour la maladie coronaire instable, donc l'Optimax, on l'a vu. Et je pense qu'il faut vous investir aussi dans la physiologie coronaire, ça donne quand même des renseignements importants. Et je pense que ça apporte aussi des réponses aux questions des malades, notamment dans les anocas, c'est-à-dire les malades qui ont des douleurs thoraciques à coronaire saine. Et je pense que l'exploration de la microvascularisation, c'est très important, parce que ça aboutit aussi à des traitements spécifiques, et ça peut changer la vie de ces patients. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose à investir. Voilà, merci beaucoup de votre participation à tous. Merci à tous. On va enchaîner avec la session suivante, qui est une session réduction du sinus coronaire. Devant le staff du